Grand titre de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. On aime toujours le retrouver à chaque matin. José Soucy, bonjour. Bon matin. José, ce matin, Radio-Canada fait paraître une nouvelle concernant la firme de consultants McKinsey qui va certainement faire parler tout au long de la journée, là. Absolument, malgré que les nouvelles ne durent pas plus que 2 ou 3 jours maintenant, même si ça peut être des gros scandales. Là, on ne parle pas nécessairement d'un gros scandale. C'est qu'on pose des questions concernant la firme McKinsey parce que tu sais que depuis l'arrivée de Justin Trudeau, les libéraux ont dépensé 30 fois plus avec la firme McKinsey, c'est-à-dire que sous les conservateurs de Stephen Harper, on avait eu affaire à la firme en question pour 2,2 millions de dollars et depuis 7 ans, au moins, c'est 66 millions du côté du gouvernement Trudeau pour la firme McKinsey. Et tu sais que la firme McKinsey là, a des tentacules un peu partout là, au travers de la planète et ça commence à être décrié par ailleurs en France, en Europe, au Québec même, parce qu'on ne connaît pas le rôle exact que joue la firme McKinsey. On essaie de savoir pourquoi le gouvernement fédéral, comme provincial, fait affaire avec la dite firme. On n'est pas capable de savoir pourquoi. Et techniquement, lorsque tu es un gouvernement, tu n'as pas nécessairement affaire à des firmes extérieures parce que tu as ton monde. Un gouvernement assez gros, surtout au Québec, là, au Canada. On s'entend qu'au Canada, on a 70 000 fonctionnaires de plus depuis l'arrivée de Justin Trudeau. Et au Québec, depuis 2016, c'est 5 000 fonctionnaires de plus. Et malgré ça, on a encore affaire à des firmes extérieures où la population des autres pays comme ici se pose des questions parce que ces gens-là, Marie-Ève, c'est pas compliqué, ils ne sont pas élus. Non. Alors, à qui ils rendent des comptes? Et là, on demande des comptes à nos politiciens. On n'est pas vraiment capable de savoir pourquoi on a eu affaire à ces firmes-là. C'est surtout dans le contexte de l'immigration. Est-ce que c'est des gens qui élaborent des stratégies? On sait que pendant la crise covidienne, on avait les mêmes stratégies en Europe, notamment en France, parce que c'est plus facile, parce qu'on sait par notre langue maternelle, on est capable de comprendre ce qui se passe en France. Et je me souviens qu'en 2021, au mois de novembre, j'entendais des Français parler, et on parlait à ce moment-là, le dossier de l'air au Québec, c'était à savoir si on forçait la vaccination des infirmières. Là, on avait mis un peu, là, comment je te dirais, là, on avait augmenté de la pression. Et les dates qu'on parlait en France à ce moment-là, parce que je me souviens d'avoir écouté des Français, c'était les mêmes dates qu'au Québec. Là, j'ai dit, coudonc, comment ça se fait que on pense de la même façon en Europe concernant le problème québécois, je veux dire, concernant le problème qu'on vit ici au Québec. Il dit, comment se fait-il qu'on parle des mêmes dates et on n'emploie les mêmes termes? Là, on commence à le savoir, c'est la firme McKinsey qui tirait les ficelles. Fort probablement, effectivement. Mais en immigration, on sait que c'est un problème et une problématique aussi là, qui est vraiment absolument, très, très mais ils font quoi? Là. Ils font quoi en immigration? Est-ce que pour le Québec, c'est bon? Est-ce qu'on va avoir davantage d'immigrants francophones? Est-ce qu'on va être en mesure de les intégrer davantage? Ou sinon, on fait rentrer n'importe qui, puis finalement, ce qui est là, du Canada français traditionnel, là, des Québécois, on perd du terrain parce que les gens qui rentrent ici, au lieu d'apprendre le français, on apprend l'anglais. C'est des questions que je pose ce matin. Je n'ai pas les réponses, mais il va falloir qu'on éclaircisse ce dossier-là parce qu'on a l'impression que ces gens-là ne représentent pas le peuple comme on a élu des représentants du peuple, justement, pour faire valoir les idées du peuple. Je ne sais pas si tu as un peu mon raisonnement. Oui, il y a des absolument. questions à poser là, ce matin, c'est clair. Et là, si vous voulez aller lire ça, c'est sous la plume de Thomas Gerbet, qui fait un excellent travail à Radio-Canada par ailleurs, là, et qui nous parle de ce dossier-là, qui est très, très, très intéressant pour la suite des choses, à savoir ce qui va se passer en 2023, parce qu'on est en train d'éclaircir beaucoup de choses qui se sont passées durant les 2 dernières années. Et je pense que c'est important qu'on mette la lumière là-dessus, ne serait-ce que pour le respect de la démocratie et de nos institutions. C'est sûr que McKinsey, c'est une firme américaine, une firme de consultants américains. Et ils ont des infrastructures un peu partout là, dans le monde. Là. C'est vraiment pas juste le Canada, comme tu disais, qui va donner des contrats à McKinsey, mais il y a plusieurs pays dans le monde là, qui le font. Ah oui, je pense qu'ils sont dans 150 pays environ. Là. C'est une firme qui a ses tentacules un peu partout sur la planète. À savoir, c'est quoi leur objectif maintenant? L'avenir nous le dira peut-être. C'est souhaitable, du moins.
Oui, parce que pour le moment, on n'a pas beaucoup de réponses, si on en croit le texte, justement, de M. Thomas Gerbet. Tu sais, comme moi, là, Marie-Ève, là, on avait demandé, je pense, en 2022, là, ou peut-être 2021, je me souviens pas, le temps passe tellement vite, des documents venant de la santé publique, puis on avait reçu des documents entièrement caviardés ou à peu près. Fait que c'est assez dur de savoir ce qui se passe lorsque tu t'obtiens des documents caviardés. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a en dessous du caviardage, justement? Pourquoi on le cache si vous avez rien à cacher? Je veux dire, habituellement, quand tu n'as rien à cacher, là, tu trouves les livres. Quand tu ne trouves pas les livres, tu essaies de cacher des choses, parce que justement, peut-être que tu as quelque chose à cacher. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est une stratégie. Est-ce qu'on vit dans la peur et comment je te dirais, on a tellement peur de se faire claquer sur les doigts qu'on cache n'importe quoi alors qu'il n'y aurait peut-être rien. J'en ai aucune espèce d'idée ce matin, mais il va falloir qu'on fasse la lumière sur ce dossier-là concernant McKenzie. Ça, c'est certain. C'est sûr qu'on comprend les secrets d'État, mais il y a toujours des limites aux secrets d'État aussi. Ben oui, à un moment donné, où est-ce que ça s'arrête, ça, ce procédé de secret d'État? Tu sais, on ne livre pas l'information. Pourquoi? Le secret de défense, ou peu importe. Oui, mais lorsque tu invoques ça à peu près pour n'importe quelle raison, je veux dire, ça n'a plus aucune valeur. On comprend que si on était en situation de guerre, notamment, je sais pas moi, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire parce qu'on était ouvertement en guerre, alors que, à ce que je sache, le Canada n'est pas en guerre et le Québec non plus. Tout à fait raison. Le magazine Rolling Stone a fait paraître son palmarès des 200 meilleurs chanteurs de l'histoire. Et au Canada, on était un peu surpris de voir que Céline Dion n'en faisait pas partie. Ben, je suis également surpris. Et pas parce que je suis un grand fan de Céline Dion. Je veux dire, je sais que c'est une chanteuse qui a marqué le Québec et le monde. Et avec René Angélil, ça faisait tout un duo, de sorte que René Angélil est extrêmement connu, pratiquement aussi connu que Céline Dion. Mais en même temps, depuis que René Angélil n'est plus, malheureusement, il est décédé, comme plusieurs grands personnages québécois qui trépassent par rapport à l'âge, tout simplement. Ben, Céline, sa carrière n'est pas la même. On l'a vu également, là, elle s'est lancée dans la mode avec du linge pour les enfants. Là, on repassera, mettons, là, si je reste poli ce matin, mais quand même, qu'elle ne soit pas dans le palmarès des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses. Oui, c'est pas de l'année, là. C'était les chanteurs de l'année. On comprendrait que 2022 a été une année difficile. Malade aussi, on Exactement. pourrait comprendre. Mais Céline Dion a marqué considérablement le show business américain, québécois et même mondial. Je pense qu'elle aurait mérité d'être là tout simplement, malgré, comme je le dis, que je ne sois pas un grand fan de Mme Dion, mais quand même, il faut redonner à César ce qui appartient à César. Oui, on peut reconnaître Absolument, on peut quand absolument. même reconnaître son talent et tout le chemin qu'elle a fait. C'est quand même impressionnant, le nombre d'albums vendus et tout. De quelle façon est-ce que le magazine Rolling Stone est allé décréter qui étaient les 200 meilleurs chanteurs de l'histoire? Je pense qu'il y avait quand même, je dirais pas que c'est un côté biaisé, mais il y a toujours, dans ce genre de choses-là, un petit côté émotif aussi. Absolument, je veux dire, c'est relatif au goût des gens qui décident. Mais elle n'est pas seule à ne pas être dans la liste. C'est ça que non. Il y en a d'autres. Madonna, je les avais ici. J'en ai quelques-uns. Madonna, Cher, Judy Garland, Norah Jones, Jennifer Hudson, J-Lo, même Edith Piaf n'est pas là. Je veux dire, il y en a quelques-uns et quelques-unes qui auraient dû être là, je pense, mais encore là, sur 200, tu peux pas choisir de tout le monde. Et souvent, des fois, si tu connais pas la chanteuse, ben là, c'est impossible qu'on connaisse pas Céline Dion. Là. Ou Madonna. Mais Madonna, je veux dire, c'est quand même des gens là, qui ont marqué pas mal le show business. Dans les années 80-90, je pense que Madonna était assez présente, malgré qu'aujourd'hui, avec son nouveau look, on en reparlera, là. On vieillit, disons. On vieillit, mais visiblement, il y en a qui refusent de vieillir. Je pense que c'est le cas de Madonna. Mais elle a fait quand même 3 décennies faciles, très dominantes. Ben, au moins 80-90 certains. Le début des années 2000 aussi, je pense qu'elle a eu quelques bons hits, là, malgré qu'encore là, que je ne suis pas un grand fan de Madonna, mais il faut quand même reconnaître qu'elle a marqué le show business international. Oui. Oui, elle l'a marqué de bien des façons, d'ailleurs. Oui, puis d'ailleurs, ce qu'elle faisait, là, oser dans les années 80-90, c'est rien avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est de la petite bière, comme on dit. Oui. Ben, oui, mais ça a quand même décoincé pas mal de monde à l'époque. Oh, oui, mais dans le temps, est-ce qu'on allait trop loin? Je pense pas. Maintenant, est-ce qu'on va trop loin avec certaines mouvances, notamment la mouvance wokisme, wokisme plutôt? Je pense que, en tout cas, c'est un autre débat, mais on pourrait largement en parler parce que c'est sûr que ce sujet-là va être réabordé de nouveau en 2023. Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est clair. Si on jette un coup d'œil maintenant à ce qu'on propose du côté du Parti libéral du Québec, on a décidé de proposer des états généraux sur les arts vivants. Ça s'est paru à la fin de l'année. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça implique?
Ben, je vais expliquer. Je peux pas réellement t'expliquer ce que ça implique. Les États généraux, ça veut dire que tu te rassembles parce que la situation est en crise. Les États généraux, historiquement, se sont rassemblés avant la Révolution française, c'est-à-dire que pendant la guerre de la Révolution américaine, les Français étaient du bord des Américains. Ils se sont largement endettés et les finances de l'État de la France, à ce moment-là, n'étaient pas très bonnes, de sorte qu'on avait appelé les États généraux, justement, parce que le pays est en crise. Ben, lorsqu'on parle des États généraux, c'est comme amener les grands de ce monde-là, de ce milieu-là, pour venir discuter de la culture. Parce qu'effectivement, il y a un problème du côté de la culture. On parle que la pandémie a fait en sorte que c'est comment je te dirais, ce milieu-là est devenu beaucoup plus difficile à œuvrer. Et ça, c'est clair. Mais en même temps que les libéraux nous parlent d'États généraux sur la culture, je veux dire, les libéraux, je ne suis pas certain si c'est ces gens-là, historiquement, mais je te dis pas toutes, là, il y en a une bonne gang là-dedans que la culture, on s'en foutait un peu. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'est faire des grosses affaires parce que le Parti libéral, c'était le parti des affaires et souvent au détriment de la culture parce que ce qui nous définit avec le Canada anglais, c'est notre culture. On est de culture française et ça, souvent, on l'oublie. Mais ça me fait rire quand même un peu que ce matin, c'est sorti hier, que le Parti libéral parle d'États généraux sur la culture, alors que depuis un certain temps, ils sont complètement déconnectés du voteur francophone. Ils ne sont que représentés à peu près dans l'ouest de l'île de Montréal, où ce que tu présenterais à peu près n'importe quel kidam qui passerait sous les couleurs du Parti libéral, malgré qu'André Fortin, dans Gatineau, là, mais Gatineau, c'est à côté d'Ottawa, ça s'explique un peu plus le fait qu'on réussisse à faire passer encore dans ce secteur-là des libéraux. Mais... Possiblement, oui. Mais si on revient à la discussion sur la culture, c'est une discussion qui est demandée depuis bien longtemps, même à l'époque que Christine Saint-Pierre ouais. était ministre de la Culture pour les libéraux, justement. Puis à l'époque, on avait mis ça un peu de côté, mais on sait que l'Union des artistes, entre autres, fait cette demande-là depuis des années, qu'on se rende compte que nos artistes en art vivant, l'art vivant, on parle du théâtre, on parle du cirque probablement, de la musique, la danse. Ce sont des artistes qui n'ont pas beaucoup de salaire. Ce n'est pas des gros salaires que ces gens-là vont recevoir en général. C'est difficile de pouvoir rester dans le milieu parce que ça prend souvent un travail à côté, il faut arranger les horaires, ça demande vraiment une gymnastique psychologique et physique, là, je pense, à ce niveau-là, et on veut essayer d'arranger les choses. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il est trop tard? Je ne le sais pas, mais lorsque tu es quoi, on est 7,5 ou 8 millions de francophones en Amérique du Nord, on est entouré d'anglophones, c'est sûr qu'il faut s'occuper de la culture. Mais en même temps, est-ce que c'est une réponse gouvernementale de subvention qu'on a besoin ou c'est peut-être de faire la promotion de la langue française qui va faire en sorte que la culture ensuite va se développer? Parce que tu sais, aujourd'hui, avec toutes les plateformes Netflix et compagnie, ben c'est extrêmement difficile de faire valoir ces points pour notre culture. Et de là, le fait que maintenant, on l'a vu par ailleurs avec la crise covidienne, il y a beaucoup de gens, pour s'informer, qui se sont tournés vers la France, parce que la France, on est capable d'entendre ce qu'ils disent. Je veux dire, c'est notre langue, même s'il y a un accent passablement différent. C'est très clair lorsqu'on les écoute parler. Je ne sais pas comment ça va tourner. L'idée n'est pas si mauvaise que ça en même temps. Mais est-ce que c'est la priorité là, alors qu'on s'en va dans une récession certaine, selon moi, et que le gouvernement Legault, le gouvernement en place, va avoir énormément de défis là, avec l'inflation, la dette, la pénurie de main-d'œuvre, le système de santé qui est au bord du gouffre. Est-ce que c'est vraiment le temps de parler d'États généraux sur la culture? En même temps, un gouvernement, on sait que le Parti libéral n'est pas en place, mais un gouvernement, ça peut marcher de la gomme, ça veut dire que ça peut régler plusieurs problèmes en même temps. C'est le rôle du gouvernement. Mais je me pose quand même des questions. Là, je veux dire. Faut dire, José, que c'est sûr que si on regarde les priorités, il y aura toujours la santé en priorité, il y aura toujours l'enseignement, il y a un paquet d'autres choses qui vont passer avant la culture. Donc, si on déplace toujours la culture, à un moment donné, ce qui va arriver, et ce qui arrive progressivement d'ailleurs, c'est que la culture est toujours mis de côté, puis ça donne l'impression que c'est pas important, et c'est ce que monsieur, madame, tout le monde se rend compte aussi. Parce que si on regarde juste du côté de l'éducation, justement, je sais que dans mes années, la culture avait quand même une importance. Il y avait des cours de musique, d'art plastique, des cours d'art dramatique, il y avait beaucoup de parascolaires aussi, et c'est disparu, ça, progressivement. Ça a beaucoup moins d'importance. Oui, absolument, ça a beaucoup moins d'importance. Moi, l'histoire,
dans ma tête, ça fait partie de la culture aussi. C'est Absolument. notre culture. Exactement. Mais on nivelle vers le bas. Je pense qu'au Québec, depuis un certain temps, je te dirais, là, je ne vais pas faire de politique ce matin, là, mais depuis le référendum de 95 qu'on a perdu, là, on est, comme peuple, on est complètement perdu. On n'a plus d'objectifs, on n'a plus de plan commun, de plan collectif qui fait en sorte qu'on regarde vers l'avant. On ne sait plus à quel sein se vouer. Je veux dire, nos églises sont vides. Il y a bien des choses qui changent. En même temps, il va falloir qu'on retrouve un moyen de se rassembler. Puis là, je te dis pas qu'il faut nécessairement retourner dans les églises, c'est pas ça. Non. C'est que nos valeurs traditionnelles, on est en train de les perdre. Et là, on a de nouvelles valeurs qui arrivent d'Amérique du Nord, des États-Unis notamment. Là, je fais allusion à la mouvance wokiste, alors que ça ne nous représente aucunement. On est en train de changer certaines valeurs un peu plus conservatrices, traditionnelles, par des nouvelles valeurs qui font en sorte qu'on ne se reconnaît plus comme peuple et on devient davantage des mondialisés que des Québécois au travers des autres peuples qui tirent leur épingle du jeu, qui travaillent avec les autres nations d'égal à égal. C'est plus ça, là. On tente notamment... Pourtant, en même temps, oui. On a les Autochtones au Québec qui reprennent leur place, qui reprennent en main leur culture. C'est très difficile, mais ils sont en train de le faire. Ben, il faut, parce qu'ils vont absolument disparaître. Mais dis-toi une chose, que si c'est bon pour les Amérindiens, c'est bon pour les Canadiens français aussi, c'est bon pour les Québécois, c'est bon pour tout le monde. Moi, ce que je veux dire, lorsqu'on parle d'immigration, j'ai pas de problème avec l'immigration. Si les immigrants s'adaptent bien et se francisent, ça va être un plus pour les Québécois, mais en même temps, il faut garder la culture qui est dominante. J'entends dominante, pas dans le sens qu'on écrase les autres, mais ce territoire-là nous appartient. C'était nous autres qui étaient là avec les Amérindiens. Il faut se souvenir de qui on est. Absolument, et on est des Français d'Amérique du Nord. Si vous me dites demain matin, il n'y a pas de problème, on va tous se mettre à parler en anglais, il n'y a pas de problème, mais dites-le, on va parler en anglais. Moi, je veux pas qu'on parle en anglais, je veux qu'on garde cette culture-là. On a réussi à survivre, je sais pas par quel moyen, comme le général de Gaulle le disait, ça détient du miracle, le fait qu'on a réussi à survivre. On était 60 000 lorsqu'on s'est fait conquérir et annexer. On est rendu 7,5 millions, 8,5 millions au Québec, dont les 3/4 facilement, on est encore des francophones. Je veux dire, il y a une histoire. Si vous voulez qu'on fasse perdurer cette histoire-là, ben il faut travailler pour, sinon on s'écrase et ça fait mal longtemps. On va se louisianiser, ça c'est clair. C'est en train de se faire tranquillement, pas vite. Ça se fait pas à vitesse grand V. Mais si on ne réagit pas avec notre culture, c'est clair qu'un jour ou l'autre, on va être minoritaire, on va être une culture parmi les autres cultures du Canada, parce que le Canada est un pays multiculturel, tout simplement. Et dire qu'il y a quelques années, on nous parlait de mondialisation, puis on faisait pas peur. Bien, finalement, ça shake un peu plus. Là. Ben oui, parce qu'on voit les impacts. Oui, on les voit plus rapidement qu'on pensait. Au Québec, on a connu... l'impérialisme britannique, c'est-à-dire la colonisation britannique. Ensuite, ça a été le néocolonialisme canadien. Et maintenant, c'est le colonialisme mondialiste. Et on perd les nations à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous voulez devenir par la suite? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que vous voulez garder votre saveur et travailler avec les autres nations d'égal à égal? Ou tout simplement, vous voulez vous écraser puis être un nouveau citoyen de la planète avec aucune saveur? Ben, c'est ce qui est en train d'arriver, tranquillement pas vite. Bien entendu, ça se fait à petite cuillère, mais ça se fait. Il y a le gouvernement canadien qui a fait paraître une nouvelle loi depuis le 30 décembre dernier sur la protection des droits d'auteur pour les œuvres originales de nature littéraire, dramatique, musicale et artistique. Donc, on a ajouté 20 ans aux droits d'auteur. Les droits d'auteur, jusqu'à maintenant, c'était 50 ans après la mort, avant de tomber dans le domaine public. On a ajouté un 20 ans supplémentaire. Donc, maintenant, c'est 70 ans après la mort. Ça, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que s'il y a des textes qui ont été écrits il y a 50 ans, justement, et plus, eh bien, ces textes-là, ce n'est plus monsieur, madame, tout le monde qui peut les prendre, les republier, faire de l'argent avec. Ça appartient encore aux familles, aux éditeurs, selon les contrats. Là. Puis je pense que c'est quand même important ce qui a été fait. Même si, ça pose des questions. On s'ajuste avec les autres pays qui procèdent de la même façon. Voilà. C'est ça qui arrive. Parce qu'en réalité, si tu regardes ça localement, tu te dis pourquoi, mais il y a une compréhension de la situation par le fait que les autres pays fonctionnent de même. Donc, une uniformisation, si on veut, de ce procédé-là des droits d'auteur à l'échelle internationale, et le Québec n'y échappe pas. Le Canada, d'ailleurs, n'y échappe pas. Ah oui, c'est vraiment un respect. C'est pan-canadien. C'est un respect pour les auteurs et pour les artistes et les gens ça se défend, je pense. Oui, ça se défend tout à fait, absolument. Merci beaucoup, José. Alors, c'est ce qui complète l'émission pour aujourd'hui. Demain, on va avoir la chronique culinaire en reprise en compagnie de Benoît Tardy.
Il nous offrira la recette de crêpes aux fruits, caramel et érable. Aussi, entrevue avec Maître Gabriel Sanson. C'est la fin du gel des comptes bancaires conjoints en cas de décès. On l'a appris à la fin de l'année précédente. Je me suis dit que ça c'était intéressant d'y revenir. On va vous donner plus de détails donc demain à l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.